Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo du thème 5, donc l'impact du numérique sur l'économie, le droit et le management dans les entreprises. Et on est sur la dernière partie, la partie managériale. Alors, cette partie 3, on va aborder l'impact des mutations du travail sur l'emploi et les conditions de travail. Donc, euh, le numérique a un impact très fort sur l'emploi, à la fois sur la manière dont on exerce nos emplois. Ça transforme les types de postes, ça transforme les compétences requises et en même temps, on l'a vu dans le thème 1, ça a un impact sur le volume d'emploi et on est extrêmement lié à notre thème éco avec lequel nous avons ouvert le thème 5. Donc ça a un impact aussi sur le volume d'emploi et ça déplace ce volume d'emploi et ça a une modification sur le type de poste et les compétences. Ça modifie également les conditions de travail. Nous avons aujourd'hui une multitude de modalités de travail que nous allons évoquer, en tout cas qui créent de nouveaux enjeux. Donc nous avons la modalité de travail physique en présentiel, celle que nous connaissons. Il y a le mode de travail à distance, télétravail. Et puis il y a pour refaire une petite parenthèse sur le télétravail avec même l'apparition de travailleurs nomades qui travaillent de partout dans le monde. Et puis il y a les modes de travail mixtes en blend où on parle également de digital, un mélange de physique et de digital. Et donc cela va créer de nouvelles opportunités à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Et ce sont des nouveaux défis à relever de cette transformation du numérique sur l'économie, le droit et le management dans les entreprises. Donc il faut suivre le mouvement, il ne faut pas se laisser dépasser. Donc les entreprises comme les salariés doivent aborder un certain nombre de changements liés à ces nouvelles structures de travail. Et il est important que l'évolution se fasse en même temps. Et c'est assez complexe parce que les entreprises doivent à la fois rester compétitives sur le marché du travail, rester compétitives sur leur marché pour survivre et en même temps on va voir il y a des changements de la part des individus et des salariés. La gestion des ressources humaines, quels sont les nouveaux enjeux? C'est notre première sous-partie, celle que nous allons traiter aujourd'hui. Et lors de la prochaine séance, on verra la deuxième partie. Donc ici, vous notez grand 1, la gestion des ressources humaines. Et première sous-partie, vous la mettez en A, les nouveaux enjeux. Eh bien, les nouveaux enjeux, c'est que les ressources humaines doivent faire face à de nouveaux défis, puisque l'environnement de travail comme l'environnement économique est beaucoup plus mouvant, tout va beaucoup plus vite, se transforme beaucoup plus vite et il y a donc une nécessité pour les gestionnaires de ressources humaines de modifier leur manière de faire et leurs pratiques pour pouvoir être en phase avec l'environnement économique et les attentes des entreprises. Alors évidemment, il y a l'intégration des nouvelles technologies qui est important dans les processus RH. Par exemple, je pense aux ATS, c'est-à-dire les robots qui lisent les CV de manière automatique. Euh, les modalités pour diffuser ces annonces également qui ont énormément changé. On diffuse maintenant ces annonces sur des plateformes spécialisées, on utilise des modes de sourcing des candidatures complètement différents. La traditionnelle petite annonce qui était passée dans la presse locale ou nationale est devenue
quasiment une rareté, et on va chercher un sourcing ailleurs. Et donc optimiser les processus RH, c'est également important. La gestion du personnel, c'est également digitalisé, hein. Les logiciels de paye, les logiciels intégrés par exemple pour la gestion des frais du personnel, les systèmes de pointage quand on paye le personnel à l'heure. Voilà, il y a une complexité et les nouvelles technologies qui apportent à la fois des solutions et en même temps une complexité dans la gestion du personnel lorsque l'on est à un poste de ressources humaines. Et puis aujourd'hui on va aborder la troisième partie qui sera la gestion des talents. Attirer, développer, retenir des talents c'est devenu un enjeu stratégique. Il y a des secteurs en tension, on l'a vu, mais il y a également des secteurs qui manquent de personnel compétent. Et c'est un enjeu pour certaines entreprises que de pouvoir avoir des personnes qui ont des compétences spécifiques dans ce marché du travail compétitif. C'est lié notamment au phénomène de papy boom, hein. Nous avons de grandes vagues de départ en retraite. La population française est vieillissante, hein, avec entre 20 et 25% de personnes au-dessus de 60 ans. Et donc cette dimension, on sait que il y a déjà eu des grandes vagues de départ en retraite, bon, ça va continuer. Donc on a besoin de remplacer ou pas une bonne partie en tout cas de ces personnes, mais ce sont des compétences en tout cas qui partent et il faut organiser cela dans l'entreprise. Petit 1, donc les ressources humaines, c'est une ressource clé. Donc, réaliser un travail en gestion de ressources humaines, ça consiste à optimiser le personnel, optimiser donc en fonction des besoins de l'entreprise, d'accord, optimiser également les coûts du personnel, puisque c'est très souvent quand même dans les entreprises un poste extrêmement important. C'est également un élément, quand on fait de la gestion de ressources humaines, où on va chercher à mobiliser, engager le personnel vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis du travail qui est à réaliser, puisque un travail qui est mal réalisé, ça va avoir des effets négatifs, et bien sur la performance de l'entreprise, sur l'ambiance de travail, sur tout un tas d'éléments. Donc mobiliser les personnes, c'est extrêmement important. Et enfin, la politique de gestion des ressources humaines est une composante de la stratégie de l'entreprise. On peut choisir des business models avec des salariés intégrés ou avec plutôt des personnes que l'on va traiter comme des partenaires et qui vont venir nous apporter leurs ressources. On peut avoir également des stratégies d'investissement lourd où on va remplacer la compétence humaine par des machines. Donc ça fait partie, la gestion des ressources humaines, intégrante de la stratégie de l'entreprise. Donc un DRH va être quelqu'un qui va avoir un rôle clé, à la fois pour travailler avec la direction générale de l'entreprise sur les axes stratégiques et qui va être un acteur qui va mettre en musique la stratégie de l'entreprise. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler dans cette idée que les ressources humaines sont des ressources clés, c'est que depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a un changement d'approche. Les générations Z et les générations qu'on appelle les millénials ont des attentes différentes. Autrement dit, les millénials, vous en faites partie. Donc ce sont des générations qui ont une trentaine d'années, entre 20 et 30 ans aujourd'hui, et leurs attentes vis-à-vis du travail ne sont pas du tout les mêmes que leurs aînés. Et pour satisfaire ces générations et pouvoir les mobiliser et les conserver leurs compétences, eh bien, ça va demander aux politiques de ressources humaines de changer leur approche. Là-dessus est arrivé cet événement qui était la crise du
Covid-19, avec donc avec donc les confinements qui ont changé également encore plus le rapport au travail, puisqu'il y a eu une rupture de travail, et une accélération du télétravail. Une accélération du télétravail et une accélération des modes hybrides, des modes digitales. Suite au Covid-19, beaucoup de personnes se sont posées des questions sur eux-mêmes et sur leur rapport au travail. Et on a vu les grands phénomènes qu'on a appelés la grande démission. Il y a également un autre phénomène qui s'appelle la démission silencieuse. Donc on a des vagues en entreprise, les entreprises ont essuyé des vagues de personnes qui démissionnaient, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus en phase avec leur travail et qui n'hésitaient plus à démissionner. Donc ça a fait des grands appels d'air de personnes qui n'étaient plus dans les entreprises. Et puis la démission silencieuse, c'est un phénomène où les personnes vont plutôt se contenter de faire le strict minimum. Ils ne vont pas s'investir dans leur travail. Et voilà, une dimension importante. Et puis, je voulais attirer votre attention aussi sur le fait que aujourd'hui, la santé mentale est devenue un sujet réel, puisque on a aujourd'hui 480 000 salariés recensés et qui se disent être en détresse psychologique au travail, et que le nombre de burn-out consacré et revendiqué par l'assurance maladie est de 7% aujourd'hui en 2025, 7% des salariés qui sont en burn-out. Il y a même des professions qui sont plus sujettes au burn-out, ce sont les professionnels de santé, les professionnels de l'éducation et ceux de la relation client. Ça pose quand même question sur les politiques RH et donc ces statistiques obligent les gestionnaires RH à changer leur approche et leur manière de faire. Et donc, on arrive à un paradoxe extrêmement important en gestion de la de la ressource humaine, c'est que les gestionnaires RH sont face à des injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, ce sont des injonctions qui se contredisent. Donc, d'un côté, on leur demande de s'adapter et d'adapter la ressource humaine de l'entreprise à un environnement économique qui est incertain, concurrentiel, avec des tensions fortes, qui est extrêmement mobile, flexible, innovant. Et donc, on attend d'eux de la flexibilité, de la flexibilité en volume et en compétences pour ce personnel, cette ressource humaine. On attend d'eux des compétences, et notamment des montées en compétences et des compétences variées et qui s'adaptent aux besoins de l'entreprise et en même temps de la fidélité de la part des salariés. On leur demande à la fois de faire du collectif et de valoriser les parcours professionnels individuels. Donc, réaliser des missions RH, c'est assez paradoxal et complexe. Voici donc l'outil légal et la démarche qui est préconisée aujourd'hui pour réaliser une gestion des ressources humaines. Donc ça s'appelle la GEPP, avant ça s'appelait GPEC ou GPEC, ça a évolué un petit peu. Vous aurez dans les ressources du bloc-notes quelques petites vidéos qui vont vous permettre d'éclaircir ces notions. Alors, la GEPP, donc ça veut dire gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est une obligation pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés de négocier une gestion des emplois et des parcours professionnels tous les 3 ans. Donc c'est une négociation qui se tient avec les partenaires sociaux, petit rappel, sur
un de nos cours précédents. La démarche est la suivante. Il s'agit pour les entreprises et les gestionnaires RH de réaliser une analyse des besoins, une analyse de l'environnement économique de l'entreprise et également du marché du travail. Avec cette analyse donc externe, ils vont en plus faire une analyse interne, une analyse donc des ressources existantes. Donc, quelles sont les compétences existantes, quel est le volume de personnes que nous avons, quelle est la pyramide des âges et quelle est leur évolution. Donc ça veut dire par exemple de faire une analyse un petit peu statistique qui va me dire, eh bien voilà, dans 8 ans, j'ai 50% de mon effectif qui est parti à la retraite, par exemple. Et on va analyser ces écarts. Donc quand les écarts entre les besoins et les ressources sont identifiés, donc je peux facilement recruter, par exemple, on va dire, je peux facilement recruter, eh bien, je vais avoir une facilité, par exemple, pour remplacer, dans mon exemple précédent, si j'ai 50% de mon effectif qui part, est-ce que je vais donc avoir ce besoin, quel plan d'action je vais mettre en place? Est-ce que c'est facile de recruter dans mon secteur? Comment je vais recruter? Est-ce que je vais attendre que les personnes soient parties à la retraite ou est-ce que je vais organiser un tuilage où je vais faire des binômes entre les personnes qui sont proches du départ et les nouveaux pour qu'il y ait un transfert de compétences qui se fasse? Ou est-ce que je ne vais pas pouvoir recruter l'intégralité du personnel dont j'aurai besoin parce que par exemple je suis sur un secteur en tension et du coup je vais devoir réorganiser peut-être mon organigramme, réorganiser le travail ou je vais peut-être devoir investir dans du matériel qui vont me permettre de compenser les départs à la retraite. Enfin bref, plein de choses peuvent être mises en place. Vous voyez que il faut anticiper en fait, on ne peut pas se retrouver du jour au lendemain avec du personnel qui manque et ne pas pouvoir assurer l'activité de l'entreprise. Donc la GEPP, c'est une démarche rationnelle, donc analyse des besoins, analyse des ressources, analyse des écarts pour définir le plan d'action. Et ça va nous permettre d'avoir une gestion à moyen, long terme. C'est pas un outil pour faire face à un besoin ponctuel, c'est un outil pour faire face à des besoins à moyen, long terme. Et si on revient un tout petit peu en arrière sur la flexibilité ici qui est demandée, il y a encore un nouveau paradoxe ici qui se met. Donc quand on fait de la GEPP, on fait une gestion à moyen long terme, mais ça ne répond pas à la nécessaire agilité à court terme. Il y a d'autres outils qui sont utilisés en gestion de RH pour faire face à l'agilité nécessaire à court terme. La GEPP, c'est un outil qui est centré sur le parcours professionnel. Alors pourquoi est-ce que les ordonnances Macron ont recentré la GPEC en la transformant en GEPP sur le parcours professionnel et non plus exclusivement sur les besoins de l'entreprise? Eh bien, pour deux raisons. Première raison, c'est que les parcours professionnels ont changé, la carrière des années 50, 60, 70, même 80, qui était toute ma vie dans une entreprise, c'est quelque chose qui est terminé et qui est en train de totalement disparaître. On sait aujourd'hui que statistiquement, une personne fait entre 4 à 7 métiers dans une vie professionnelle, dans une carrière telle qu'elle est connue aujourd'hui. On voit également qu'il y a une augmentation très forte des reconversions professionnelles. Alors il y a ceux qui le font, puis il y a ceux qui déclarent qu'ils ont envie de le faire, mais c'est plus de la moitié des salariés français en 2025 qui souhaitent ou qui ont entamé une démarche de reconversion professionnelle. Donc l'outil est plutôt adapté à ce qui se passe actuellement sur les marchés du travail.
l'idée dominante ici, c'est de permettre aux salariés qui ont des besoins différents dans le cours de leur carrière, grâce à l'outil GEPP, de combiner les besoins des salariés et ceux des entreprises. Donc l'idée est de développer la possibilité de se former tout au long de la vie pour que les besoins des entreprises et les besoins des salariés puissent évoluer et se trouver. Je vous invite à voir les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment celle de Cécile Dejoux, chercheuse en management au CNAM, qui explique très très bien comment les mutations et quelles sont les nouvelles attentes des salariés et des collaborateurs. En GEPP et en gestion RH, donc on va aujourd'hui chercher à équilibrer les besoins, ceux des salariés et ceux des entreprises, et on va également chercher à équilibrer les compétences individuelles et les compétences collectives. Une compétence individuelle est maîtrisée dans une situation professionnelle par un collaborateur, par un salarié. Elle est composée de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Et elle va être désignée comme étant pardon, je reprends, elle va être désignée comme étant le cœur en fait de ce qui est attendu du salarié. Et puis il y a une deuxième partie qui sont les compétences collectives. Donc c'est l'ensemble des compétences du groupe et du groupe de salariés qui est dans l'entreprise. Donc il y a des besoins aujourd'hui de cohésion, de coopération, et donc il est important de se former à comment travailler de manière collective, car tout le monde ne peut pas avoir toutes les compétences, et donc on a besoin de complémentarité, on a besoin que ça s'imbrique comme des blocs ou comme des Legos. Et donc il y a une nécessité de manager et de gérer, à la fois c'est du domaine du manager, mais c'est aussi du domaine du RH, de créer les conditions de cette compétence collective, cette compétence d'être collaboratif. Et j'ajouterais d'être collaboratif avec le plus grand nombre de profils possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les politiques RH s'orientent vers cette idée de manager des talents. Alors, le management de talent va s'organiser en 3 étapes: attirer, recruter, fidéliser. Donc, attirer par une image de marque et positive de l'entreprise en tant qu'employeur. On parle de marque employeur. Ça va être un élément important. Vous avez aujourd'hui, par exemple, des applis où les salariés notent leur entreprise sur la qualité des conditions de travail et de la façon dont ça se passe. On va devoir donc recruter, donc avoir des outils de recrutement innovants et ludiques. Donc ça peut être des serious games, ça peut être des petits défis sur les réseaux sociaux, ça peut être des méthodes d'évaluation originales, avec des mises en situation par exemple. On peut utiliser également de la réalité virtuelle. Et puis, il va s'agir de retenir ces talents, car on va essayer de les valoriser et de les développer, notamment en leur offrant des activités de coaching, qui est le métier aujourd'hui le plus important pour moi. Donc voilà, ça va permettre de donner envie de rester.
D'accord? Les bonnes conditions de travail sont nécessaires, avoir le bon matériel, avoir de la lumière, avoir chaud, avoir frais quand il faut, euh, avoir une adaptation à la spécificité de la personne, tout ça c'est très important. Mais ça ne suffira pas s'il n'y a pas la dimension de reconnaissance. On ne pourra jamais fidéliser un talent sans reconnaissance. Et donc il y a un travail en cours dans les politiques RH dans cet axe-là. Et c'est pour ça que vous allez peut-être voir des DRH qui vous disent qu'ils vont attacher autant d'importance aux soft skills qu'aux hard skills. Donc, soft skills pour compétences douces et hard skills pour compétences dures. Ce qui va être vos hard skills, votre compétence dure, mais c'est pas dur, c'est plutôt toutes les connaissances techniques que vous allez acquérir au travers de formations, votre compétence académique, au travers de votre parcours scolaire ou universitaire, tout ce que vous allez pouvoir prouver en termes de savoir-faire. Et puis, la partie soft skills, c'est toute la partie concernant le comportement, les qualités humaines que la personne va développer tout au long de sa vie. Donc ça peut être de travailler efficacement en équipe, ça peut être de bien organiser son temps, de gérer son stress, d'être un bon manager. Ça va plutôt être autour de toutes les compétences autour du savoir-être en one-to-one et du savoir-être en groupe. On en a fini avec cette thématique pour cette vidéo. On va donc pouvoir passer aux activités qui, comme d'habitude, sont sur le bloc-notes de classe.